Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Boubou Hama qui est intitulé « Écrit sur le Soudan ». L'ouvrage de Boubou Hama intitulé « Écrit sur le Soudan ». Je pense que la présentation des ouvrages, ces séries-là, c'est important. Parce que quand je présente un ouvrage, c'est comme si vous avez lu l'ouvrage. C'est comme si vous avez lu le livre. Et ça apporte des connaissances sur ce que l'auteur dit. Alors, Boubou Hama écrit « De l'Égypte, Kankan Moussa ramena au Soudan, à Tombouctou, des savants égyptiens. Il autorisa des savants de cette ville à se rendre en Égypte. » Donc, c'est comme s'il a créé une sorte de coopération entre l'Empire du Mali et l'Empire, l'Égypte et le califat d'Égypte. Enfin, je veux dire la partie qui faisait partie justement du califat des Abbassides. Bon, maintenant, il se peut que ce soit aussi la période où il y avait les Mamelouks qui étaient en Égypte. Alors, il écrit cet échange d'hommes, de culture et de sciences entre le Mali et l'Égypte a été signalé par Ibn Battuta, qui trouva des médecins égyptiens à Tombouctou lors de son passage dans cette cité. Le même auteur signale la présence d'une trentaine d'esclaves dans l'armée de Mansa Suleiman qui succéda à Kankou Moussa. Voilà. Bon, concernant Mansa Suleiman, il met en parenthèse 14e siècle. Bon. Il a existé une amitié exceptionnelle entre le sultan, il écrit le sultan, je préfère dire entre le roi Kankan Moussa. La première fois, il a écrit Kankou Moussa, maintenant il écrit Kankan. Voici, c'est lui, il écrit Kankan Moussa. Le de Kankou Moussa, Kankan Moussa, voilà. Du Mali et celui du Maghreb, Abi al-Hassan al-Marini. Ce dernier alla jusqu'à aider Kankan Moussa à étendre son autorité jusqu'à Tlessem et à Fès parce que les deux rois et leur peuple le voulaient ainsi, ayant les mêmes convictions religieuses, c'est-à-dire le même souci d'étendre le plus loin possible le rite malikite, voilà, qui est un rite particulier. C'est le rite qui est le plus pratiqué d'ailleurs en Afrique. Agissant sur la base de la même religion, les deux souverains œuvraient pour une plus grande union entre l'Afrique du Nord et le Soudan. En raison des relations très étroites qui existaient entre le Maghreb et le Mali, Kankan Moussa fit appel à un architecte arabe de l'Andalousie pour lui construire des palais et des mosquées. Les savants du Soudan correspondirent avec leurs frères du Maghreb. Dans leur coopération fructueuse, ils approfondirent la jurisprudence et la théologie malikite. À son passage au XVe siècle au Soudan, Léon l'Africain fut impressionné et même étonné par l'islamisation presque totale du Tekourou. Le Tekourou, ça fait partie presque du Sénégal actuel. À partir du XIIIe siècle, les Mandés répandirent la religion musulmane jusqu'à la haute savane voisine de la forêt et en direction de l'Est, jusqu'au Soudan central. Plus tard, cet islam sera approfondi par Askar Mohamed, empereur de Gao et calife du Soudan. Bon, ce qu'on peut retenir ici, c'est que l'empereur Kankan Moussa a établi des relations avec, disons, le Maghreb et avec l'Égypte. Voilà. Donc, il y avait des échanges. Au niveau intellectuel, il y avait des échanges. Au niveau aussi de la jurisprudence musulmane, il y avait des échanges. Voilà. C'est cela. Parce que ces jurisconsuls, ces savants dans l'islam n'étaient pas que des Arabes ou des, je peux dire, des Keltamatièques, des Touaregs. Non, il y avait de vrais Soudanais. Je veux dire, c'est bien, les Keltamatièques sont aussi des Soudanais. Mais je veux dire, il y avait des Noirs. Voilà, il y avait des Noirs. Des Mandés, des Soninké, etc. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que naturellement, il y avait des populations natives des régions du Nord qui étaient noires. Voilà. Maintenant, si on parle ici justement d'un architecte qui est venu de l'Andalousie, là c'est quoi? C'était dans le sud de l'Espagne actuelle. Voilà. Dans le sud de l'Espagne actuelle.
avec, je crois, la dynastie des Omeyyades. La dynastie des Omeyyades, voilà. Donc, il y avait aussi donc, une relation entre l'Empire du Mali et puis même l'Andalousie. L'action des Mandés fut décisive dans la clarification de la doctrine islamique qui aboutit au Soudan à l'adoption du rite malikite dans la zone soudano-sahélienne. Cette action fut intense dans les grands centres Djenné, Tombouctou, Gao, Agadez, Kong, Odjéné, Bondoukou, Gambaga, Djougou, Kébi, en direction de la Mauritanie, du Maroc, de l'Algérie, de la Libye et de l'Égypte, ainsi que sur l'itinéraire intérieur reliant le Soudan à la haute savane en direction du Soudan central. Effectivement, c'est l'islam de rite malikite qui est le plus pratiqué en Afrique. Après Sundiata Keïta, Kankan Moussa, le Mansa Suleiman, l'empire du Mali perdit sa vitalité. Les Touaregs, qu'on appelle Kel Tamatchek, c'est-à-dire ceux qui parlent le Tamatchek, les Songhai et les Haoussa s'en affranchirent. Plus avec les Mossi, ils se dressaient contre lui. Désorganisé, affaibli, l'empire du Mali succomba sur les coups de Soni Ali Bey en 1464. Infidèle, roi sanguinaire, tyran, maudit, disent les Kéridjites, affirment les autres. Soni Ali Bey n'était pas un souverain musulman orthodoxe, surtout n'était pas malikite. Alors que les Kéridjites, ce sont, je crois que si je ne me trompe pas, c'est une branche de l'islam chiite. C'est une branche de l'islam chiite, les Kéridjites. Bon, donc eux-mêmes, ils ne sont pas des sunnites. Bon. Pour cela, je crois qu'il y a une partie de l'ouvrage où il a présenté Soni Ali Bey et sa politique. Parce que Soni Ali Bey voulait la liberté religieuse. Que ceux qui pratiquent l'islam, ceux qui veulent garder les rites traditionnels et la vision spirituelle africaine traditionnelle aussi fassent cela. Ce que les autres ne voulaient pas. Ce que des extrémistes musulmans ne voulaient pas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Pour cela, il ne voulut pas se plier aux caprices des oulémas, c'est ça, qu'il abreuvait d'injures, surtout à Tombouctou. Cependant, il n'interdit pas la religion musulmane dans son empire. Il fit même du bien aux savants, au dire de l'un de ses détracteurs, Es-Saadi, l'auteur du Tariq Es-Soudan. D'après ce dernier livre, l'empereur disait « La vie dans les savants sans les savants serait invivable. » Ce n'était pas l'islam que Soni Ali Bey refusait, mais l'ingérence des oulémas dans les affaires de l'État. Voilà, donc c'est ça. Soni Ali Bey était un laïc qui voulait la coexistence pacifique de toutes les spiritualités du Soudan. Voilà, donc c'est ça. Il n'acceptait pas de favoriser particulièrement l'une d'entre elles au détriment des autres. À voir de près, il appartenait à un islam traditionnaliste plus près des coutumes songhai que de la théologie savante des Malikites. D'après certains auteurs, Soni Ali Bey disposait d'un club de savants musulmans, Sanhu, ou maison des savants, qu'il consultait chaque fois avant de prendre une décision importante. Donc, vous voyez, les islamistes, oui, c'est ça, ceux qui ont l'esprit islamiste, qui sont des extrémistes, voilà, ça existait déjà depuis ces époques-là dans le Soudan. Voilà. Soni Ali Bey ne favorisa pas les Malikites, mais il les toléra dans la mesure où il ne se mêlait pas de politique. L'islam se réfugia dans les villes où il continua d'approfondir l'étude sociale et politique du Coran. Il ne fut pas freiné, mais contenu par la très forte personnalité d'Ali Bey. Le parti musulman se développa et son chef était Mahmoud Mohamed Aboubakar, qui deviendra plus tard Askia, le premier de la dynastie. Voilà, donc c'est-à-dire que ceux-là, c'est sûr que donc c'est que les oulémas l'ont poussé à faire donc en fait un coup d'État. C'est ce qu'il faut comprendre, ils l'ont poussé à faire un coup d'État. La religion musulmane était introduite dans le royaume des Za. Déjà entre 1009 et 1010 de l'ère chrétienne, cet islamisme existait au XIVe siècle, au moment où un général de Kankan Moussa s'empara du pouvoir de Gao. À Gao, ouais, c'est mieux. C'est écrit de Gao, mais à Gao. Voilà. En 1464, l'islam songhai fut détourné à ses traditions plus vieilles que celles du Mali. Cet islam-là, à l'avènement de Soni Ali Bey, a dû adhérer à la doctrine
kharégites de Tlemcen qui atteignit les bords du Niger au moment de la destruction de l'Empire du Mali par les troupes de Gao. Peut-être aussi le Dandi ne fut pas inclus dans l'Empire du Mali. Dans le Soudan central, bien d'autres expressions arabes croient que c'est de Farou, ancien Gobir, que Soni Alibé partit pour attaquer les Touaregs à Essouk, entre parenthèses Tamamakat, dans l'Adra des Iforas, actuel Mali. Ce qui, au dire des auteurs, lui facilita l'occupation de Gao et la prise de Tombouctou. Au temps de Soni Alibé, il y eut sans doute conflit entre l'islam malékite orthodoxe et celui que les Songhai ont hérité des A, plus enracinés dans le Dandi que dans le nord de l'empire influencé par l'islam maghrébin. À la mort de Soni Alibé, ces deux sectes musulmanes se dressèrent l'une contre l'autre. Les Malikites derrière Mohamed Askia et les traditionalistes aux côtés de Soni Bakari, désigné pour remplacer son père Soni Alibé. Voilà. Alibé disparut, son fils ne put pas se concilier les Malikites, qui se révoltèrent contre l'ordre établi par Soni Alibé. Sous le titre de prince des croyants, Askia Mohamed déclara la guerre sainte contre le souverain élu par les traditionalistes. Le triomphe du parti musulman bouleversa la situation au Soudan. Pour légitimer sa dynastie, Askia fit un pèlerinage remarqué à la Mecque. Il en revint avec le titre prestigieux de calife qu'il affranchit de la tradition et de la coutume. Voilà. En fait, je pense que c'était... L'Askia Mohamed était simplement un ambitieux qui voulait du pouvoir et il s'est appuyé sur le parti musulman. Mais on a vu ça. C'est le cas de Sékou Ouattara, qui s'est appuyé à Kong sur le parti musulman pour faire chuter l'ancienne dynastie de l'Assisi. Donc, vous voyez, donc c'est des cas qui ont été courants en Afrique ici. Voilà. C'est cela. Et donc, vous voyez ici, l'Askia Mohamed qui va inaugurer la dynastie des Askia. Voilà. Il se donne le titre de calife. Il se donne le titre de calife. Voilà. Désormais, c'est un calife, un prince de l'islam, qu'il va régner en subordonnant tout à la justice, au droit et à la morale du Coran. Voilà. Alors qu'il avait d'autres sujets, il avait des sujets qui n'étaient pas musulmans. Voilà le problème. Pour aller dans le sens de sa révolution, après les conseils des oulémas et ceux des grands imams du Maghreb et de l'Égypte, il radicalisa la religion musulmane sur une base saine. Dans ce cadre, il assuma la responsabilité du pouvoir et son droit sur l'héritage qu'il venait de recevoir du fils de Soni Alibé, alors que ce fut par la force. Il rectifia les erreurs et les abus des Soni et organisa l'empire sur une base résolument musulmane. Pour cela, il fit une longue campagne dans l'Aïr, car l'islam était très tiède chez les Touaregs du Sahara, 1500-1504. Alors, donc vous voyez qu'il y avait des Touaregs qui n'étaient pas islamisés. Donc c'est ça. Voilà. Il raffermit cette religion au Soudan central, au Gobir, où il créa des écoles où la science était en honneur tout le long du fleuve Niger, artère économique principale de l'Empire. Mais on verra que ceux qui étaient les pêcheurs Bozo et autres, les Sorko, ils sont restés fidèles aux traditions de leurs ancêtres. Askia tenta en direction de la côte par le Bargou une percée qui ne fut pas un succès complet. Depuis les A et les Soni, les Mossi n'ont pas cessé d'inquiéter les Songhai. Un Za conduira ses troupes victorieuses dans le Mossi. Un Soni, avant Soni Alibé, avait battu les Mossi. Dans le Yatenga, ceux-ci furent envahis par Alibé, les Askia Mohamed et Daoud. L'action de ces deux souverains ne fut pas assez prolongée pour produire un changement profond. Si les Mossi, c'est-à-dire les Mossé, les vrais noms on dit Mossé, voilà. Mais il écrit ici Mossi parce que c'est sous cette forme-là qu'ils sont le plus connus. Si les Mossi n'acceptaient pas l'islam comme religion d'État, ils le toléraient chez les Peuls, les Morancés,
les Yarsés, les Mandés, les Noms aussi, dont la religion était l'islam. Les souverains de Ouagadougou allaient jusqu'à se donner un nom musulman à côté de leur nom païen. Un imam figurait dans la cour du Moro Naba. Dans les pays Gourma et Mossi, le langage secret des circoncis à notre temps encore est du Songhai. À Fada, l'on dit que c'est le 8e roi des Gourmanchis, Takourmo, qui autorisa la circoncision des jeunes garçons dans son pays. Les premiers opérateurs, les Yugunu, étaient venus du pays Songhai de Tombouctou. En fait, il faut comprendre que des souverains africains, des rois africains, s'attachaient les services d'érudits musulmans, leur demandant de prier pour eux, pour certains projets qu'ils voulaient le faire. Même chez les Akama, on a vu ça. Voilà. Les rois du Bronze-Diamant, dans la région de Bondoukou, ils s'attachaient les services d'imams, de sachants en islam, voilà. Voilà. D'érudits en islam. Même le roi des Ashanti va faire la même chose. Voilà. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'était pas contre l'islam, mais le fait que certains oulémas veuillent imposer l'islam par des moyens violents, c'est ça qui fait problème. Voilà, c'est ça qui fait problème. Voilà. C'est cela. Dans les régions de Terra et de Zarma, ce sont les Gounous qui continuent de s'occuper de la circoncision des enfants, alors qu'à notre époque, dans le Gourma, c'est au Damba que revient cette charge. Avant l'occupation européenne, l'islam existait dans la savane, introduit par les Mandés. Bon. C'est-à-dire des Maracas, des Soniké, ou Sarakolé, des marchands, donc des Djoula, dont la langue est celle du commerce dans les campagnes de la zone forestière de la Côte d'Ivoire. Bon. En fait, ils étaient plus aux limites de la forêt, hein, dans la région du Woroba actuelle, hein, dans les régions de Séguéla et de Mankono, et puis aussi dans la région du Maou, la zone de Touba, etc. Voilà. La civilisation islamique s'observe au Bénin et dans le Haut-Ghana actuel. Elle est visible dans le langage et dans la confection des vêtements des régions où l'islam n'est pas prépondérant. Tout cela de la zone soudano-sahélienne était en marche vers la forêt au moment de la colonisation qui introduit le christianisme, hein, à partir de la côte. L'Empire Songhai, qui assura la relève de celui du Mali, s'écroula à son tour sous les coups des Marocains en 1591. Ces derniers, à la recherche de l'or et des esclaves, ne s'occupèrent pas de l'enseignement islamique ni de l'avenir de la religion musulmane au Soudan. Or, les Marocains ont protesté que même les Askia n'étaient pas assez musulmans. Et ils ont été soutenus par certains oulémas, hein, qui de l'intérieur ont miné la résistance Songhai. Et c'est comme ça qu'il y a eu la bataille de Tondibi et que le Songhai s'est écoulé. Mais les parties orientales et au sud ont résisté au système que les Marocains ont mis en place, notamment le Pachalik. On voit bien que ce qui les intéressait, ce n'était pas l'islam, non. Ce qui les intéressait, c'était de s'enrichir. Et ça, on voit bien que Boubou Ahmad l'a bien perçu, hein, à travers ses recherches. Voilà. Voilà. Ce qu'ils voulaient, c'était l'or, c'était les esclaves. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils en ont acheminé une grande quantité d'esclaves au Moyen-Orient. Et ceux qui étaient des masculins étaient systématiquement castrés. Voilà, donc c'est ça les faits. Voilà, c'est ça les faits. Ils allaient jusqu'à arrêter les savants et parmi eux, le plus illustre de tous, Ahmed Baba, dont la bibliothèque fut pillée. 700 volumes. Vous voyez. Il connut la déportation, la captivité longue, loin des siens. C'est après 12 ans de séparation qu'il revient à Tombouctou, sa ville natale. Donc vous voyez, ils s'en sont même pris à un érudit musulman local, notamment Ahmed Baba. Et ils ont pillé toute la collection d'ouvrages qu'il avait. En fait, ils ont pillé sa bibliothèque. Hein? Donc, il y a certains des écrits de Ahmed Baba qui ont été perdus du fait de ces Marocains-là.
qui cherchait en fait simplement l'enrichissement. Voilà, c'est ça. Parmi les écrivains du Soudan, on peut citer Mahmoud Kati, auteur du Tariq el-Fetash, Abderrahman Es-Saadi, auteur du Tariq es-Soudan, qui abonde en détail sur le Ghana, le Mali et le Songhai. Ahmed Baba, auteur de nombreux livres dans toutes branches de la connaissance. Mais vous voyez que malheureusement, certains ont été perdus. Voilà. Sidi Yaya, pour lequel l'histoire est la source vive du souvenir à laquelle doivent venir boire les meilleurs. Je reprends, parce que là, il montre l'importance de l'histoire ici. Sidi Yaya, pour lequel l'histoire est la source vive du souvenir à laquelle doivent venir boire les meilleurs. Les meilleurs viennent boire la source de l'histoire. Parce que s'il n'y a pas l'histoire, aucune connaissance ne peut être transmise. Voilà. C'est ça. Parce qu'il y a l'histoire des mathématiques, l'histoire de la physique, l'histoire de la biologie, l'histoire de la médecine. Et donc, les nouveaux, prennent le relais de ce qui a été fait par les prédécesseurs. C'est comme ça. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas l'importance des sciences humaines, là, ça a eu, je parle. Les livres de ces auteurs et d'autres enferment dans leurs feuillets le passé de nos aïeux, des ancêtres africains qui firent l'histoire à la hauteur de leur grandeur. Vous y trouverez la foi inébranlable d'un Kankan Moussa, d'un Suleiman, d'un Massa Suleiman, d'un Mohamed Askia, le génie d'un Sodi Alibert, les espérances, mais aussi le drame de l'Afrique de leur époque, sûrement des philosophes de l'histoire, des tentatives d'unité africaine. Voilà. Je vais m'arrêter là. Nous allons poursuivre encore la présentation de l'ouvrage de Boubou Ama. Hein, de Boubou Ama, c'est très important cet ouvrage-là. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Boigny, au département d'histoire de cette université-là. C'est à Cocody. C'est dans la ville d'Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.